Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'une activité que je développe donc avec plusieurs collègues donc autour de la data science pour les sciences agronomiques et environnementales. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est récupérer, stocker, organiser, traiter une masse d'informations afin d'en faire quelque chose de concret, d'en tirer de la valeur. Donc, il y a plein d'approches différentes autour de cet objectif général. Mais globalement, on procède toujours en 4 étapes. On définit une question. Il faut être une question assez précise. On en verra des exemples tout à l'heure. On récupère des données qui nous paraissent pertinentes pour répondre à cette question. On entraîne des algorithmes mathématiques prédictifs et on teste ces algorithmes afin d'évaluer leur performance et de choisir celui qui semble le plus adapté. Je prends un exemple simple et puis assez classique, et puis je prendrai des exemples un peu différents par la suite. Donc ça, c'est un exemple où on cherchait à prédire le rendement du colza au Danemark. Donc là, vous voyez un ensemble de données qui correspondent à des données issues d'essais variétaux au Danemark, et ces variétaux de colza. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a utilisé ces données pour répondre à une question ici très simple, qui était de prédire le rendement en fonction de variables climatiques. Les données étaient issues d'essais de variétés, de comparaison de variétés, et on a comparé avec différents algorithmes plusieurs modèles prédictifs qu'on a ajustés à ces données, puis ensuite on a fait des tests de ces différents modèles afin de trouver celui qui était le plus précis avec une technique qu'on appelle validation croisée. Alors bon, tout ça paraît assez classique, mais en fait, ces dernières années, depuis une dizaine d'années environ, il y a une petite révolution dans ces approches due à 3 éléments. D'abord, on a maintenant à notre disposition des méthodes beaucoup plus flexibles qu'avant. Avant, on tournait autour de méthodes assez classiques, type modèle de régression, souvent linéaire ou linéaire généralisé. Donc des méthodes un peu contraintes, et donc à l'heure actuelle, on a des méthodes beaucoup plus souples, très peu paramétriques, qui nécessitent très peu d'hypothèses sur la relation entre ce qu'on cherche à prédire et ce qu'on utilise en entrée pour faire ces prédictions. Donc beaucoup moins d'hypothèses qu'avant. Ensuite, on a une puissance de calcul qui n'a aucun rapport avec ce qu'on avait ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, qui nous permet justement d'ajuster ces méthodes ultra flexibles. Et enfin, on a des données de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées, ce qui fait qu'on a en fait au final plus de chances d'avoir un algorithme prédictif relativement précis. Alors, les sources d'information à notre disposition sont très diversifiées et en fait sont souvent beaucoup plus diversifiées qu'on peut le penser. Alors, bien sûr, il y a les grands classiques comme les données expérimentales qu'on connaît depuis des siècles en agronomie et les données issues d'enquêtes, mais il y a aussi des mesures qu'on fait de plus en plus souvent directement chez les agriculteurs. Il y a aussi des données très nombreuses disponibles dans les articles et dans les rapports scientifiques. Et en fait, ces données sont accessibles d'une certaine manière, en tout cas beaucoup plus accessibles qu'avant. Et quand on les récupère, ça fait tout de suite des masses de données très importantes. Alors, on a aussi beaucoup de données issues d'avis d'experts. Alors, faut pas croire qu'en fait ces approches s'opposent en fait aux approches basées sur les avis d'experts. Au contraire, elles peuvent mobiliser des avis d'experts régionaux, par exemple, données climatiques et satellitaires qu'on utilise depuis déjà longtemps. Et puis, de plus en plus, on utilise des photos ou des images qui permettent de faire des choses plus amusantes. Un exemple, par exemple, si vous avez à votre disposition des centaines ou des milliers de photos de feuilles de vigne et que vous êtes capable de les classer dans 2 catégories, vignes attaquées par le mildiou et vignes sans mildiou, avec ça, vous pouvez développer des algorithmes de classification qui vous permettront, lorsque vous allez prendre une nouvelle photo, de la classer automatiquement avec une certaine précision dans des catégories de type probablement infecté par le mildiou, probablement pas infecté par le mildiou, et on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre petit groupe autour de la data science? Eh bien, on fait 4 choses essentiellement, qui vont de la récupération de bases de données sur des sujets stratégiques, au développement d'outils prédictifs, en passant par le test de modèles statistiques, l'analyse de tendances et d'événements extrêmes. Donc, on a tout un gradient d'activités qui vont du développement de bases de données qu'on peut mettre à disposition dans des dépôts publics, jusqu'à l'outil prédictif, mais aussi en passant par le développement de modèles.
Alors, quelques exemples de réalisation relativement récentes. Là, vous avez un exemple d'application basé sur l'analyse d'un peu plus d'un siècle de données de rendement obtenues en France dans différents départements qui nous ont permis, après analyse statistique, d'identifier des zones à risque. On parlait de risque tout à l'heure, donc ça rejoint un peu ça. Des zones à risque de stagnation de rendement, donc plus ou moins fort pour différentes cultures. Donc vous avez tout un panel de cultures. Et donc ici, plus c'est rouge, plus le risque de stagnation est fort. Autre exemple de réalisation très récent également, on s'est posé la question de l'autosuffisance potentielle en soja en Europe. Donc là aussi, on a utilisé des bases de données relativement importantes pour identifier les zones en Europe qui pourraient être cultivées avec du soja pour rendre l'Europe autosuffisante. Donc ces zones sont en bleu ici, vous avez deux types de bleu, bleu clair et bleu foncé. Bleu foncé, c'est ce qu'il faudrait cultiver en soja pour être autosuffisant à 50% en Europe. Et zone bleu clair, c'est ce qu'il faudrait pour être autosuffisant à 100% en Europe. Et vous avez deux cartes. Pourquoi? Parce que on peut faire ça avec le climat actuel, mais aussi on peut faire ça avec le climat futur. Ici, c'est un des scénarios de changement climatique possibles à l'horizon 2050. Un autre exemple encore, on peut développer aussi parfois des logiciels. C'est ce qu'on a fait justement avec le soutien de Plant2Pro. On a développé un logiciel qui s'appelle Elicit, qui est libre d'accès. Vous pouvez cliquer sur le lien ici, vous accéderez au logiciel, qui permet en fait de valoriser les connaissances d'experts sous la forme de distribution de probabilité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dialogue avec l'expert afin de lui faire dessiner un histogramme, comme vous voyez sur le dessin numéro 1. Et à partir de l'histogramme dessiné par l'expert, on ajuste différentes distributions de probabilité qui vont décrire en fait ce que c'est et ce que c'est moins bien l'expert. Et ensuite, on peut faire ça avec plein d'experts et on peut combiner les avis des différents experts pour faire une distribution de probabilité unique qui nous permet ensuite de faire de l'analyse de risque sur différentes quantités. Ça peut être par exemple sur les rendements probable dans une région pour une culture une année donnée. Ça peut être sur les dates d'apparition de telle ou telle maladie, etc. Alors comment on fonctionne? On fonctionne en projet, en petits groupes. Donc ce qui est important, c'est de bien définir la question au départ. Et une fois qu'on a bien défini la question, bien on va essayer de récupérer des données pertinentes et on va réunir un petit groupe pour travailler de manière relativement intense, mais sur une période de temps relativement courte. C'est des groupes multidisciplinaires avec un ou plusieurs experts du domaine d'application. Donc si on travaille, je ne sais pas moi, sur le milieu de la vigne, on va impliquer des collègues spécialistes du sujet et on va les faire travailler avec des experts plus en data science, en modélisation, de manière à aboutir à un modèle prédictif et à répondre à la question. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues, notamment ceux du réseau Sciences des données et modélisation en agriculture. Je vous remercie.